Froid aux yeux, les coursiers burundais? Jamais. Au Burundi, quand on veut transporter des marchandises, c'est à vélo que ça se passe. Les distances ne sont jamais bien longues. Le Burundi est l'un des plus petits pays d'Afrique. C'est très dangereux, tous ces cyclistes qui s'accrochent au camion. Il peut se passer tellement de choses. Le Burundi se trouve au cœur de l'Afrique. La route principale s'étend de la frontière rwandaise au nord à la Tanzanie au sud. Le premier tronçon relie Kayanza à Bugarama. Le Burundi est un pays pauvre, bien que fertile. Sur le haut plateau du nord, on cultive surtout la banane, des dizaines d'espèces. Ces fruits sont le principal aliment des Burundais. À la périphérie de Kayanza, la plus grande ville de la région, les producteurs les vendent en gros à leurs intermédiaires. Pamphile Nzaguié vient 2 fois par semaine y faire ses achats. Il est brasseur et fabrique de la bière de banane, la boisson nationale du Burundi. Tarsien Manirakiza est là pour assurer le transport. Pamphile ne se risquerait pas à rouler avec une telle charge. Les spécialistes eux-mêmes le font au péril de leur vie. Le domaine de Pamphile, c'est les bananes, pas la route. Je commence par demander le prix. Puis j'achète 3 sortes de bananes. Une bien sucrée, une autre plus farineuse et une troisième meilleur marché. Le mélange est important, bien sûr, pour que la bière ait bon goût. Je ne connais rien à la fabrication de la bière. C'est pour ça que je suis coursier. Je suis content de transporter les bananes de Pamphile. Ça me permet de joindre les deux bouts. Quand il ne roule pas pour Pamphile, Tarsien transporte des personnes en vélo-taxi. Tarsien charrie 8 régimes de bananes sur son vélo, environ 160 kg. Il doit les livrer à 15 km de là. Heureusement, la route commence par une descente. Trois kilomètres avant l'arrivée, une longue montée s'amorce. Le jeune homme a intérêt à bien appuyer sur les pédales. Tarsien a 22 ans. Il n'est jamais allé à l'école. Rouler à vélo, c'est tout ce que je sais faire. Je n'ai jamais rien fait d'autre. Ça ne me dit rien d'ailleurs, sauf si le travail est moins fatigant. Je ne veux surtout pas porter des choses sur ma tête comme les femmes. À vélo, c'est dur, mais sur la tête, pas question.
Trois quarts d'heure plus tard, Tarsien atteint sa destination, le village du brasseur. Le Burundi est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Posséder un vélo, c'est déjà énorme ici. À 22 ans, Tarsien a une femme et 2 enfants à nourrir. Que voulez-vous qu'il me reste avec ce travail? Ça nous permet tout juste de nous en sortir, ma famille et moi. Je n'ai même pas de quoi m'offrir un nouveau pantalon. Ah, je ne me fais pas d'illusions. Je ne peux rien espérer de mieux avec ce boulot. Voilà 15 ans que Pamphile fabrique de la bière de banane dans la cour de sa maison auberge. Elle s'appelle Umbubira. Pour commencer, il place les bananes vertes dans une fosse pendant 1 semaine, afin qu'elles finissent de mûrir. Il est nécessaire qu'elles soient bien sucrées, sinon le processus de fermentation risque de ne pas démarrer correctement. Les fruits à peau épaisse se prêtent particulièrement bien à la fabrication de la bière. Pamphile se fait aider par des membres de sa famille et quelques villageois. Le foin fraîchement lavé facilite le pressage et donne sa saveur particulière à la bière de banane de Pamphile. Je vis bien en tant que brasseur, vraiment. Je gagne un peu d'argent et j'ai de quoi payer mes ouvriers. Je ne serai jamais riche et je ne suis pas prêt de me racheter des chaussures. Mais je n'ai pas besoin d'aller voler. Ma famille mange à sa faim et nous pouvons même envoyer les enfants à l'école. Personne ne me commande et je n'ai pas à courir derrière mon argent. Je suis totalement libre. Pour le moment, ce n'est encore que du jus de banane. Pour se transformer en bière, le liquide doit reposer quelques jours. La levure de bière provoque la fermentation. Dans 2 jours, la bière sera prête. 2 bouteilles et tout tourne autour de vous. Là, ce n'est pas encore fermenté. Ce n'est pas ça qui va nous rendre pompettes. Contrairement à la bière que Pamphile sert dans son bar. Il ne connaît pas son degré d'alcool. Il ne l'a jamais mesuré. Tarsien, le coursier, ne boit jamais pendant le service. La route des casse-cou du Burundi est beaucoup trop dangereuse pour s'y risquer avec de l'alcool dans le sang. Ici, dans le nord du Burundi, on cultive aussi le café, le thé et le riz. La route continue vers le sud. Bujumbura, la capitale du Burundi, est encore à 100 de kilomètres. Et jusque-là, les montées s'enchaînent. Certains coursiers se sont fédérés en coopérative. Ils espèrent obtenir ainsi de meilleurs tarifs pour leur dur labeur.
Cette route est l'axe de transit entre le Rwanda et la Tanzanie. Antoine Kabura y circule depuis 10 ans avec son camion. En général, il ne roule que de jour. La nuit, c'est trop risqué. L'état des routes, ça va. Mais elles sont bien trop étroites, à peine 6 mètres de large. La circulation à double sens est souvent problématique. Il faut tout le temps éviter des nids de poules et ça tourne beaucoup. Heureusement, je suis bon conducteur. Mais c'est vraiment trop étroit pour une route principale. Antoine et son camion arrivent à Gitega, la deuxième ville du Burundi par sa taille, avec ses 45 000 habitants. C'est là que travaille la journaliste Alix Iradukunda. À la radio Umuriza FM, elle s'occupe des reportages sur le trafic routier, donc essentiellement de la situation des cyclistes. Quelles sont les difficultés, dites-moi? Le pire pour nous cyclistes, c'est les camions. Ils nous compliquent vraiment la vie. Ils se plaignent toujours des poids lourds. J'entends ça sans arrêt. C'est vrai que c'est un dur métier qui demande beaucoup d'énergie. À cela s'ajoute l'augmentation constante des vols de vélo. C'est terrible quand ça leur arrive. Et je ne parle pas des accidents et des blessures. Gitega, au cœur du pays, est l'ancienne capitale du royaume du Burundi. Elle était aussi le siège de l'administration coloniale quand le pays était sous domination allemande. C'était à la fin du 19e siècle, comme le rappellent ses constructions en briques. Aujourd'hui, la ville est un important nœud de communication. Radio Umuriza emploie 26 journalistes. Alix a terminé son reportage sur les deux roues. À Gitega, les cyclistes ont la vie dure. Pour les vélos-taxis, c'est déjà rude. Et pour ceux qui transportent des marchandises, c'est encore pire. Mais ils n'ont pas le choix. Ils ont leur famille à nourrir. Il reste 60 km jusqu'à Bujumbura, des montées et des descentes. Antoine Kabura pourrait rouler plus vite, mais il ne veut pas risquer un accident. Car pour gagner du temps et économiser de l'énergie, certains cyclistes s'accrochent au camion. Antoine a horreur de ça. Ils risquent leur vie en faisant ça. Non seulement la leur, mais la nôtre aussi. Souvent, je dois me déporter brusquement quand quelqu'un arrive en sens inverse, ou parce qu'il y a un gros nid de poules sur la route. Et les cyclistes accrochés derrière ne le voient pas. Ils sont surpris par la secousse et tombent. C'est terrible. Je le vois souvent dans mon rétroviseur. Certains en meurent. Ils devraient arrêter de faire ça. La police aussi cherche à les en empêcher. Cela fait 5 ans qu'Eric Nzitunga transporte des bananes du nord jusqu'à la capitale. Il en a 14 régimes sur son porte-bagages, 250 kilos environ. Une masse colossale, même pour des Burundais. Je dois bien charger mon vélo pour que le centre de gravité soit au milieu. Une erreur, et j'aurais vite fait de perdre l'équilibre et de tomber. En les attachant, je dois aussi veiller à ne pas abîmer les bananes.
Quand ça grimpe, Eric ne résiste pas à la tentation de se faire tirer par les camions. Mais ça ne se passe pas toujours comme sur des roulettes. Certains tronçons de route, ni goudronnés ni stabilisés, sont difficilement praticables pour les cyclistes. À Guichora, des joueurs de tambour longent la route chargés de leurs instruments. Ils se dirigent vers une colline voisine, considérée comme le berceau des percussions burundaises. Autrefois, ces musiciens se produisaient devant les rois. Aujourd'hui, ils jouent pour qui paye et pour préserver la paix. La longue guerre civile qui a ensanglanté le Burundi s'est terminée il y a quelques années seulement. Antim Baranchakave a 74 ans. C'est lui qui dirige les tambours de Guichora. Je suis devenu tambour parce que mes ancêtres l'étaient déjà. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, tous jouaient pour nos rois. Cette tradition ne doit pas s'éteindre. Plus loin, sur l'autoroute burundaise. Les contrôles de police sont plus nombreux depuis quelque temps. Une aubaine pour les marchands ambulants qui peuvent ainsi vendre leurs produits aux conducteurs à l'arrêt et aussi un peu agacés par ces contrôles systématiques. Vérification du klaxon, des clignotants, des feux. Je contrôle que leurs papiers sont en règle et que tout fonctionne. Le but est d'améliorer la sécurité sur les routes. Les agents font également la chasse aux cyclistes qui s'accrochent à l'arrière des camions. Celui qui se fait prendre écope d'une amende. Eric le coursier est prêt à courir le risque. Je trouve que les cyclistes devraient vraiment arrêter de s'accrocher à nous. Ça crée trop d'accidents. On devrait vraiment l'interdire. La police devrait l'imposer. Ou bien il faudrait que les cyclistes s'installent un petit moteur pour quand ça monte. Eric a entendu le coup de sifflet du policier assez tôt pour lâcher le camion à temps. Ces dernières années, le gouvernement burundais a presque doublé le nombre de policiers affectés à la circulation. Les accidents proviennent parfois de défaillances techniques. Mais les deux roues restent le gros problème. Il faudrait s'attaquer encore plus fort aux cyclistes qui s'accrochent aux camions. C'est vraiment trop dangereux. C'est interdit, mais ils s'en fichent. Encore 40 km jusqu'à Bujumbura. Plus la capitale approche, plus il y a de monde sur cet axe étroit.
C'est là, le long d'une petite route secondaire, que se trouve le parc national de la Kibira. Il s'étend sur 400 km². Cette magnifique forêt de montagne était jadis la réserve de chasse des rois du Burundi. Buzekera, situé à la lisière du parc national, est le village des Batois. Il y a quelques années encore, ces chasseurs-cueilleurs vivaient au cœur de la forêt équatoriale. Mais en 2007, le gouvernement a décidé de les déplacer au bord de la route principale. Un défi difficile pour Violane Douimana. Je suis née et j'ai grandi dans la forêt vierge. Cette vie n'est pas facile. Il faut aller très loin pour ramasser du bois et rapporter de l'eau. C'est fatigant. Mais j'aime la poterie. Petite, je regardais ma mère faire. C'est comme ça que j'ai appris. Et maintenant, ça me permet de nourrir ma famille. J'apprends aussi ce savoir-faire à mes enfants. On vit bien comme ça. À côté, les hommes fabriquent des objets en bois. Le déplacement leur a fait perdre leur territoire de chasse héréditaire. Mais la proximité de la route leur offre de nouvelles perspectives. Ils peuvent y vendre leurs sculptures et leurs poteries aux voyageurs. Buzekera compte 500 habitants, dont plus de la moitié d'enfants. Outre l'artisanat d'art, les Batois pratiquent l'agriculture et l'élevage le long de la route attitrée des casse-cou du Burundi. Prochaine étape, Bugarama, Bujumbura, la capitale. Dès le petit matin, les premiers cyclistes prennent la route pour livrer les marchés. Les coursiers de Bugarama sont célèbres dans tout le pays. Ce sont eux qui transportent les charges les plus lourdes et les plus encombrantes et qui roulent le plus vite. Bugarama, situé à la pointe sud du parc de la Kibira, est un nœud de communication. 2 routes nationales se rencontrent ici et se rejoignent pour rallier la capitale burundaise. Eric, notre coursier, vit près de Bugarama. Les bananes sont moins chères ici que dans la capitale. Aujourd'hui, il achète un régime 8000 francs burundais, l'équivalent de 4 €. Eric et sa compagne habitent une petite maison au bord de la route qui mène à Bujumbura. Ils n'ont pas encore d'enfants. Ils attendent qu'Eric ait trouvé un emploi moins dangereux pour fonder une famille. Avec son chargement de 200 kg, il dévale littéralement la montagne. Sa vitesse atteint rapidement 70 km/h. Et il ne doit surtout pas freiner, ses pneus éclateraient. Quand la chaussée est humide, le risque de glisser est encore plus grand. Mais Eric ne peut pas ralentir. Il doit attendre la prochaine montée. D'ici là, il ne peut que serrer les dents.
On ignore combien d'accidents se produisent et la part de cyclistes qui y sont impliqués. Il n'existe pas de statistiques de circulation routière au Burundi. Les accidents sont aussi dus au mauvais état des vélos. La dernière côte avant Bujumbura est coriace. Impossible d'avancer sans aide. Alors un nouveau métier est né, celui de pousseur. Ces hommes sont payés 10 à 15 centimes pour les 15 minutes de montée. Tout en haut de la colline, un bar vend des rafraîchissements. Eric n'a pas tous les jours de quoi s'offrir quelque chose après cette montée harassante. Mais Lucia, la vendeuse, le connaît bien et lui fait crédit quand il ne peut pas payer le jour même. Elle sait combien ce métier est difficile. Il faut vraiment beaucoup de force pour faire ce travail. C'est très physique. Surtout pour grimper avec un vélo chargé à bloc. J'ai souvent plus de 200 kilos de marchandises. Ça demande énormément d'énergie de transporter ça. Alors je mange surtout des glucides. Du maïs par exemple. Et je bois tous les jours du lait chaud. Il reste une quinzaine de kilomètres jusqu'à Bujumbura. Mais maintenant, ce n'est plus que de la descente. Eric fait confiance à sa mécanique. Il n'a pas le choix. Il a eu beaucoup d'accidents déjà. Jusqu'ici, il s'en est sorti avec quelques contusions et des fractures parfois. Nous voici à Bujumbura. Dans la métropole turbulente, les cyclistes ont bien du mal à se faufiler avec leur chargement. La première boutique que doit livrer Eric se trouve presque à l'autre bout de la ville. Les rues de la capitale sont bordées de petits magasins et de restaurants. La plupart n'ont pas les moyens de faire appel à des professionnels pour leurs enseignes, alors ils engagent des peintres comme Clovis Mwilambwe, ce qui permet à ce jeune artiste de gagner sa vie. Au fait, normalement, moi, je suis un artiste peintre et je ne fais pas les peintures miracles, mais si on m'appelle de faire quelque chose sur mur, ça varie entre 100 000 ou 150 000, c'est ce genre de choses. Oui, c'est ça en fait. L'équivalent de 50 à 75 euros. Bujumbura est la plus grande ville du Burundi et la capitale économique du pays. Plus de 600 000 personnes vivent ici. Garer un vélo chargé de 200 kg de marchandises sans qu'il se renverse demande un certain savoir-faire. Cinq fois par semaine, Eric livre 2 régimes de bananes à cette petite épicerie. Ici, on le paye 12 000 francs burundais le régime, ce qui fait 6 euros, soit 2 euros de bénéfice pour lui. Au milieu de cette circulation intense, c'est à un autre défi que le jeune homme est confronté. La difficulté ici, ce ne sont ni les montées abruptes,
ni les camions, ni la police. C'est de garder l'équilibre à vitesse réduite et de ne surtout pas se faire heurter par un autre véhicule, ce qui le déséquilibrerait. Le marché chez Sioni se trouve dans le nord-ouest de la capitale. 85% des Burundais vivent de l'agriculture et tous s'efforcent de vendre leurs excédents sur les marchés. Depuis l'incendie du marché central de Bujumbura en 2013, le nombre de détaillants a doublé ici, au marché chez Sioni. Et comme dans la foulée, le gouvernement a officiellement interdit le commerce ambulant, tous les marchands ont dû se replier sur les lieux existants. Alice Sindaye a 43 ans. Cela fait 10 ans qu'elle est maraîchère. Au marché central de Bujumbura, elle avait 2 stands de primeurs. Mais elle a tout perdu dans l'incendie, ses étals et sa marchandise. Elle a dû repartir de zéro. J'ai 4 enfants et plus de mari. Quand le marché couvert a brûlé et que les choses sont devenues difficiles, il s'est fait la malle. Et il ne me donnait rien pour nourrir les enfants, ni pour me nourrir moi. Alors j'ai dû prendre un crédit. Et c'est ce qui m'a permis de joindre les 2 bouts et de me réinstaller en étal ici. Eric livre aussi des bananes à Alice. Aujourd'hui, il est en retard à cause de la pluie. En principe, les commerçants du marché lui donnent 15 000 francs burundais pour un régime. Je n'ai que 10 000. Aujourd'hui, Alice le paye 5 € au lieu des 7,50 € habituels, ce qui ne fait qu'1 € de bénéfice pour Eric. Il y a toujours quelque chose à réparer ou à rafistoler sur les milliers de vélos qui roulent au Burundi. Alors, des ateliers de réparation, il y en a partout à Bujumbura, surtout près des marchés, principale destination des coursiers. Ici, Alexandre Tarsis est le patron depuis 5 ans. La plupart des vélos qui passent entre ses mains viennent de Chine et s'abîment vite. Ce sont des vélos comme les autres. Il faut juste renforcer le porte-bagages avec des tiges en métal. Mais le plus important, c'est d'avoir de bons pneus. C'est là qu'Eric vient lui aussi quand il a économisé assez d'argent pour changer de pneus. Car ça va vite et le personnel est de bons conseils. Des mécanos, il y en a près d'une centaine ici. Quelques clients viennent du voisinage, d'autres de plus loin, de Gatumba ou de Bugarama par exemple. Il y en a même qui viennent de l'étranger pour faire réparer leurs pneus chez moi, du Congo notamment. Les gens me font confiance. Notre coursier doit déjà réinvestir une partie de ses gains dans sa monture, mais il le prend bien. C'est très important que je change de pneus. Ils étaient complètement HS. S'il pleut comme aujourd'hui, on a vite fait de glisser et de tomber. Ça augmente aussi le risque de crevaison, surtout quand on freine. Cette chambre à air, je l'ai déjà réparée 4 fois. C'est vraiment trop dangereux. Eric repart pour Bugarama avec ses pneus neufs. Les pédaleurs du Burundi se sont partagés le territoire. Les uns roulent du nord jusqu'à la capitale et de là repartent chez eux le soir. Les autres couvrent la partie sud. L'autoroute burundaise continue en direction du sud. Elle parcourt 124 km sur la rive du Tanganyika jusqu'à Nyanza-Lac, près de la frontière tanzanienne.
Ce ne sont plus des bananiers qui poussent ici, mais des palmiers, à perte de vue. Leurs fruits sont aussi transportés à 2 roues. Un régime peut peser jusqu'à 50 kilos. Le sud du Burundi est moins vallonné que le nord. Cela permet aux coursiers de parcourir des distances plus importantes, jusqu'à 100 km par jour. Quand je n'ai pas trop lourd à porter, j'ai plaisir à faire mon travail. Aujourd'hui, par exemple, ça va bien. Je transporte les fruits jusqu'à une manufacture d'huile de palme, et de là, j'emporte des bidons d'huile au marché. Ce job n'est faisable que si tout est bien équilibré et qu'on n'a pas peur de tomber dans les virages. Dans ces cas-là, j'aime vraiment bien ça. La palmeraie de Faustine Ndabazanier se trouve au bord de la route. Avec l'aide de son fils, Patrick, il repère les fruits mûrs qu'il va pouvoir presser dans sa manufacture située à 10 km de là. Patrick est un grimpeur hors pair. Malgré la proximité du lac, les sols sont très secs et sableux. Ce n'est pas bon pour les palmiers. Ils ne poussent pas bien et donnent peu de fruits. Mais ici, nous avons la chance d'avoir un sol très riche en nutriments. C'est pour ça que nos palmiers sont aussi grands et vigoureux, et que notre huile est aussi bonne. Quand ils ont atteint une couleur rouge-orangé, les fruits sont mûrs pour la récolte et se détachent facilement. Patrick transporte lui-même les fruits de la palmeraie de son père à la manufacture d'huile. Là-bas, il faut les laisser reposer quelques jours avant de pouvoir en faire de l'huile. Patrick trouve beaucoup plus facile de grimper dans les arbres que de transporter de telles charges sur son vélo. Je vais encore à l'école. Je ne fais ça que pendant mon temps libre. J'aimerais avoir un vrai métier plus tard. Mais ce travail me permet de gagner de l'argent et d'apprendre des choses. Le lac Tanganyika est le 2e d'Afrique par sa taille. Il occupe une bonne partie du sud du Burundi. De nombreux petits villages de pêcheurs bordent ses rives, le long de la route. Nyongabo se réveille tout doucement. Vers 6 heures du matin, les hommes rentrent de la pêche. Ils ont passé toute la nuit sur le lac. Le butin est maigre aujourd'hui. Les vagues étaient trop hautes. Depuis quelques années, la pêche n'est autorisée qu'une semaine sur 2 pour protéger les stocks de poissons. Cisa Salvatore est pêcheur professionnel depuis 15 ans. La limitation de la pêche est une bonne chose, je trouve. Ça nous permet de nous reposer un peu et de passer plus de temps avec nos familles. Et en 7 jours, les poissons ont le temps de se reproduire. Et ça aussi, c'est bien. Après l'école, Patrick remet sa casquette de coursier. Mais lui n'est pas sous pression.
Il n'a pas de famille à nourrir. Dans la fabrique d'huile de palme de son père, la production tourne à plein. On commence par détacher les fruits mûrs des branches, puis on les nettoie. Avec le temps, les producteurs d'huile se sont habitués au trafic et à l'activité sur la route. Faustine s'est lancée dans l'huile de palme il y a 3 ans. Le palmier à huile est très important pour nous. Il nous fournit la matière grasse avec laquelle nous cuisinons. Nous utilisons ses fibres pour faire du feu et ses feuilles pour balayer. Avec les graines qui restent après le pressage, on fabrique du savon ou de l'huile pour les cheveux. C'est simple. Dans le palmier, on peut tout utiliser. Ici, les producteurs d'huile de palme ont fondé une coopérative et utilisent ensemble l'ancien pressoir. Chacun y transforme ses propres fruits. Faustine contrôle le processus de production. L'eau empêche la machine de chauffer et l'huile de se gâter. « 20 familles vivent de l'huile de palme. Mais tout s'écroulerait si les livraisons ne pouvaient pas se faire en temps voulu. Cela vaut pour les petits producteurs comme pour l'économie du pays tout entière. Et ces livraisons, ce sont eux qui les assurent. Les Casco du Burundi.